Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi l'audition des associations de victimes de la tempête Xynthia par la mission d'information commune du Sénat sur les conséquences de la tempête. Hier, les sénateurs ont entendu François Baroin, ministre du Budget, qui leur a annoncé qu'une enveloppe de 450 millions d'euros était prévue pour dédommager les victimes. Tout de suite, donc, direction la salle Médicis. Bon après-midi à tous. Voilà, merci encore une fois d'être ici. Je voudrais au nom de mes collègues, alors il y a un débat, il y a les commissions, tous ne sont pas là malheureusement, mais peu importe. Mais je voudrais exprimer aux uns et aux autres, et notamment aux familles qui ont eu à souffrir des disparitions, notre profonde sympathie. Et croyez bien qu'on a commencé à travailler très vite, qu'on ne ménage pas notre peine, on n'a pas de baguette magique, mais qu'on travaille avec cette idée qu'on travaille pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise à l'avenir. Donc c'est quelque chose qui nous habite. On ne fait pas seulement de la technique sur le droit des sols, sur l'indemnisation, sur les protections, digues, dunaires, etc. On ne fait pas que de la technique. On sait qu'on travaille avec un objectif, c'est faire en sorte que des catastrophes comme ça et les drames que vous avez pu connaître ne se reproduisent pas à l'avenir. Je voudrais aussi vous remercier d'avoir accepté de déplacer la première entrevue, la première audition qui avait été prévue il y a quelques semaines. Mais il n'est pas toujours facile d'organiser à la fois les travaux de la mission, de faire face aussi aux textes qui viennent régulièrement au Sénat. Et on est dans une période où il y a beaucoup de textes. Donc merci encore une fois de votre compréhension. Et encore une fois, je suis très heureux qu'on consacre ce moment à l'explication à votre vécu et aux pistes que vous souhaitez nous donner. Je voudrais aussi vous dire qu'on est dans cette salle parce qu'elle est un peu importante, mais c'est une salle où on a des captations derrière, devant et à côté qui permettent de renvoyer la captation sur Public Sénat et surtout sur en enregistrement et sur le site en direct Internet qui est très consulté en direct. Hein. Donc je voudrais, pour ne pas vous prendre en traître, si j'ose dire, vous le rappelez, voilà, vous adressez à nous, mais en même temps à un public plus vaste que celui qui est dans la salle. Écoutez, alors, ce que je vous propose, dans un premier temps peut-être, c'est de faire un tour de table pour que chacun puisse se présenter surtout vos communes d'origine. Et puis ensuite, je vous laisse tout de suite la parole pour que vous puissiez... Alors, dans l'ordre, comme on est beaucoup, je ne sais pas comment on va faire, mais peut-être secteur par secteur. Hein, mais peut-être que dans un premier temps, je vous laisse vous présenter. Il est ouvert. Oui. Olivier Schmitt, je suis président de l'association pour la sauvegarde du site de Boyarville. Notre association représente à peu près 1200 adhérents. Voilà, pour sauver Boyarville, La Pérotine et Saint-Trojan. En fait, c'est l'île d'Oléron. Monsieur le Président, bonjour. Je suis Jean-Luc Guillemard. Je représente l'association Vivre à Four-à-la-Fumée. À Four-à-la-Fumée, nous avons deux zones encore, une jaune et une zone d'attente qui est une zone orange. Nous nous battons bien évidemment, vous en doutez, pour que cette zone orange passe en jaune. Voilà. Nous avons des documents dans ce sens à vous remettre. Monsieur le Président, bonjour. Moi, Michel Lebozec, président de l'association de sauvegarde du village des Boucheleurs, que vous avez pu visiter d'ailleurs. Zone orange toujours. Pardon, de zone orange, toujours. Oui, une grande zone orange. Donc qui, je dirais, stresse les gens. Donc l'association, nous sommes à peu près 1300 personnes entre les adhérents et les donateurs. Et nous nous battons, bien sûr, pour ce que vous savez, quoi. Bonjour Monsieur le Président, Pierre Berel du collectif des sinistrés de l'île de Ré. Donc moi je suis sur la commune de Loing-en-Ré, mais on représente également la commune de La Flotte en Ré. Vous êtes résident principal? Résident principal. Résident principal. Ouais, résident principal. Et vous représentez... non, il y a 4 communes sur l'île de Ré. Il y a quoi, oui, mais les communes qui sont en zone jaune n'ont pas souhaité se manifester. Ce qui est compréhensible. Ou ceux qui n'ont pas de zone non plus ne nous ont pas rejoints. D'accord. Donc on sait. Voilà. Merci.
Monsieur le Président. Allez-y, on va vous donner la régie va vous donner la... Monsieur le Président, bonjour. Je représente l'association d'entraide aux sinistrés de Port-des-Barques. Ce que nous souhaitons lors de cette réunion, c'est pouvoir faire accélérer les décisions. J'ai croisé le maire ce matin. Tout à fait. Dans le sens de l'établissement, en revanche, d'un zonage. Oui, disons qu'aujourd'hui, nous avons un zonage jaune et un zonage noir. Il y a effectivement un certain nombre de familles sinistrées qui sont en zone jaune, qui souhaiteraient effectivement rallier la zone noire. D'accord. Voilà, merci. Merci. Alors, on passe de la chance Monsieur le Président, bonjour. Xavier Machour-Mandard, donc de l'association AVIF, représentant les victimes des communes de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer. Donc, comme vous le savez, dans ces deux communes, il y a eu des dégâts absolument importants et malheureusement un nombre de victimes tout à fait, je dirais, traumatisant, disons, compte tenu des circonstances des faits, donc compte tenu de la complexité aussi de la situation à travers les zones dont on connaît la difficulté à comprendre la pertinence, eh bien, il y a un certain nombre de points en effet que l'on veut aborder. Et puis il existe encore des problèmes, je dirais, humains qui sont largement non traités pour le moment. Il faut aussi penser au vécu et au quotidien des personnes qui n'ont pas encore, je dirais, de solution à leurs problèmes immédiats. On repasse en Charente-Maritime. Charon. Bonjour Monsieur le Président. Thierry Demag, je représente l'association Reconstruire Charon, de la commune de Charon. 238 familles sinistrées en zone noire, dont 200 qui souhaitent être indemnisées, 27 qui contestent. Pour toute difficulté d'attendre, problème humain d'angoisse et de dépression, et un problème spécifique à Charon qui concerne l'urbanisation avec l'établissement public foncier régional, dont la lenteur est incompatible avec l'urgence des sinistrés. D'accord, vous m'en reparlerez ça, parce que pour l'instant, c'est un point qu'on n'a pas trop étudié, donc si jamais je vous pose pas la question, vous m'y faites penser tout à l'heure. Monsieur le Président, bonjour. Evelyne de Regnocourt, sinistrée le 28 février, jour de mon anniversaire, à La Faute-sur-Mer. Heureusement pour moi, j'avais une double résidence. Donc j'ai connu le sinistre le jour même et j'ai pu m'en échapper, j'ai bien dit m'en échapper le jour même aussi. Donc on rentrera dans les détails après. Bonjour, alors je suis Mireille Guillet, je représente les familles de victimes. J'y ai perdu ma maman et je déplore l'indifférence dans laquelle nous vivons en tant que famille de victimes. Vous me poserez plus de questions tout à l'heure si vous voulez, mais on est vraiment dans l'indifférence. Et vous pourrez vous exprimer vous-même sans que je vous pose des questions. Si vous avez des choses sur le cœur, au contraire, il faudra le dire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Éric Racoffier, résident secondaire à La Faute-sur-Mer. De par ma formation un peu scientifique, j'essaye de comprendre comment on a pu en arriver là. Je suis vos recommandations très attentivement et je vais essayer de surveiller pour qu'une telle catastrophe ne puisse pas se reproduire. Si ce n'est pas indiscret, vous êtes ingénieur de quel... En génie de l'environnement. Ah, en génie de l'environnement. Ah, tiens, bon, c'est intéressant. Vers le génie chimique, mais disons, je me souviens de quelques cours sur la dynamique des rivières, et ma foi, je me reproche à moi aussi, disons, d'avoir vu les choses sans réellement les noter. Et maintenant que la catastrophe est arrivée... Parce qu'on a une culture du risque qui est nulle, malheureusement, en France. Enfin bon, on pourra en reparler, mais il n'y a pas que ça. Monsieur le Président, bonjour. Mesdames et Messieurs, bonjour. Raymond Rouchérol, membre du conseil d'administration de l'AVIF, La Faute-sur-Mer, l'Aiguillon, et président de la commission zone noire, puisque dans l'embouchure du Lay, nous comptons 3 zones noires. Une première sur La Faute-sur-Mer, et les 2 autres qui se situent du côté de l'Aiguillon-sur-Mer, l'Aiglon-les-Caves dans un premier temps, et ensuite la Pointe, les Sablons.
Je vous remercie de nous accueillir, Monsieur le Président. Ces zones noires n'ont subi aucune modification et si je pouvais témoigner de l'incohérence et du sentiment d'injustice que ressentent les Fautais, je pourrais vous donner des chiffres des zones, des maisons non touchées ou très faiblement touchées et inversement des maisons gravement atteintes et non en zone noire. Si nous pouvions nous expliquer sur ce point-là. Merci. Très bien. Alors, pour que chacun puisse pouvoir s'exprimer, est-ce que quelqu'un souhaite commencer ou est-ce que vous avez entre vous, alors il y a deux, comment dire, il y a Charente-Maritime et on a des problématiques quand même qui sont différentes en Charente-Maritime. En Vendée, c'est un peu plus cohérent, ne serait-ce que parce que les associations couvrent les deux parties de la rive du lait, hein, en fait, hein, aussi bien l'Aiguillon que sur la Faute. Qui souhaite commencer? Moi, Monsieur le Président, je veux bien commencer. Moi, je pense qu'on est venu là, c'est en commun, c'est surtout pour aborder la partie sociale. Donc, 3 mois après la tempête, j'ai dit à quelques journalistes, pour moi, il y a eu un phénomène exceptionnel, donc Xynthia. Mais très peu de temps après, il y a eu un autre phénomène, Xynthia 2, qui est la tempête départementale, qui, au bout de 3 mois, est en train de rendre les gens malades, stressés. Des passages à l'hôpital, des arrêts, dû par le stress, des maladies cardiovasculaires. Et puis les gens, avec cette fameuse zone orange, ils en peuvent plus, quoi. Ils en peuvent plus, ils sont malades. Donc il faut essayer de faire quelque chose. Moi, je pense que les dégâts sont plus considérables avec Xynthia 2 qu'avec Xynthia qu'on a connu, qui n'a duré que quelques heures. Qu'est-ce que vous dit l'État, aussi bien la préfecture que le président du Conseil général, qui est aussi secrétaire d'État? Qu'est-ce qu'on vous a dit sur l'échéance où on saura si les boucholeurs passent en zone d'acquisition amiable ou restent en zone jaune de prescription? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a eu une réunion avec Jean-Louis Léonard, donc porte-parole de la mission parlementaire lundi dernier au soir pour les boucholeurs. Il a annoncé d'ici une quinzaine de jours, donc là on arrive en fin de semaine. Donc je pense que fin de semaine prochaine, on sera fixé. Donc, est-ce qu'il vous a donné des éléments? Est-ce que non, pas spécialement. Écoutez, les gens déjà sont attentifs et tout. Il ne faut pas donner d'éléments, je dirais à ce niveau-là, mauvais ou bons. C'est tout un village entier où on est 99% à vouloir rester. Donc, pour l'instant, tant qu'il n'y aura pas de résultats définitifs, je dirais, il vaut mieux attendre encore une semaine de plus et après agir, quoi. Est-ce que vous avez vu, alors ça s'adresse à tout le monde, le préfet de Vendée a annoncé une mission pour des expertises complémentaires pour préparer le dossier d'enquête publique. Est-ce que vous avez vu sur le terrain des signes de cette mission temporaire en Charente-Maritime d'abord et puis ensuite en Vendée après? Je ne sais pas au niveau de mes collègues, mais bon, au Boucheleur, pour l'instant, on n'a pas vu de signe, il n'y a pas eu d'annonce. Est-ce qu'il y a eu des experts, peu importe qui sont nationaux, départementaux, qui sont passés? Est-ce que vous auriez repéré, par exemple, est-ce que vous avez vu des experts géomètres pour... Oui, ça on a vu, tout le monde a vu, je pense, dans le département. Moi, j'appelle pas ça des experts, j'appelle ça des gens qui viennent constater des hauteurs d'eau qu'il y a eu dans les rues ou dans les maisons, mais personne ne se pose la question pourquoi il y a eu cette eau. Et c'est là où c'est grave, parce qu'on constate un niveau d'eau, mais personne ne se pose la question pourquoi il y a eu cette eau. Et tout le monde le sait très bien, c'est qu'il y a un manque d'entretien des digues, des défenses de côtes. Et qu'il manque une digue sur le terrain du conservatoire. Voilà, le principal. Non, ça c'est acquis là quand même. Oui, c'est acquis, mais on a reçu le président du conservatoire ici il y a quelques semaines. On avait posé la question. Voilà, les choses là-dessus, cette protection-là va s'ériger. Voilà, donc c'est acquis. Et donc les études sont lancées déjà. Au jour d'aujourd'hui, les études sont lancées. Donc on va dire que dans 1 an et demi, l'enquête sera terminée et les travaux pourront démarrer. D'accord. Voilà. Juste pour les Vendéens, je repasse en Vendée pour la même question. Est-ce que vous avez vu des experts Pour la Faute-sur-Mer, il y avait une réunion ce matin à la mairie de la Faute-sur-Mer à 15h, sauf erreur de ma part. Avec qui? Avec, voilà, Monsieur Puech et Monsieur Pitié. Donc, mais on n'en sait pas C'est plus. les délégués à la solidarité? Donc, c'était une réunion avec les représentants des associations. On n'en sait pas plus pour l'instant. D'accord. Allez-y, monsieur. Oui, monsieur le Président. Concernant Foura, alors en 2 mots, ce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Foura, la zone orange concerne 104 maisons.
il y a 87 résidences secondaires et 17 résidences principales. Nous avons organisé des réunions avec Jean-Louis Léonard et Sylvie Marcilly, notre maire de Fouras, pour essayer de savoir, parce que depuis le 8 avril, date à laquelle des cartes sont parues sur le site de la préfecture, nous n'avons jamais reçu de courrier, jamais d'autres informations que celles qu'on va chercher nous-mêmes. À cette date, Jean-Louis Borloo avait signalé qu'on devrait connaître le sort des zones à expertiser dites orange dans les 15 jours. Nous sommes maintenant nous sommes le 10 juin, aucune réponse à ce jour. Le délai des 15 jours que votre homologue de Boucholeur annonçait, est-ce que ça vous a été aussi pour Fouras annoncé? Nous avons 15 jours, enfin oui, pratiquement 8-10 jours quoi maintenant. C'est-à-dire que toutes les semaines, on nous annonce que dans 15 jours, nous serons vraisemblablement fixés. Alors les 15 jours prochains, nous les attendons. Je voulais vous rappeler que... Est-ce que Madame le maire a été contactée? Est-ce qu'elle a eu des contacts, notamment avec des experts? Est-ce que vous savez ça? Alors, elle a eu un contact avec des experts très récemment, convoqués par Monsieur le Préfet Henri Mas, qui étaient des experts pour aider notre maire à redynamiser des secteurs qui seraient voués à la destruction. Donc elle s'est opposée, et nous la remercions à nouveau sur ce type de procédure, puisqu'elle considère que nous n'avons pas de zone en démolition potentielle. Aujourd'hui, les seules informations que nous ayons eues, c'est via un article paru dans Le Parisien, où on expliquait dans un encart que des experts allaient venir la semaine suivante en Charente-Maritime et qui feraient des études au cas par cas. Ce à quoi on avait demandé à M. Léonard et à notre maire de bien vouloir nous informer des dates, parce que s'il doit y avoir des études parcellaires, il nous semblait cohérent que les propriétaires puissent être prévenus pour ouvrir des maisons, constater des terrains, des hauteurs, enfin que sais-je. Et elle n'était absolument pas au courant. Et certains voisins m'ont prévenu qu'effectivement, ils ont vu passer un expert, une demi-journée vraisemblablement sur la pointe de la fumée et qui demandait des hauteurs d'eau dans certaines maisons. Point. Mais Madame le maire n'était pas au courant de la venue de ces experts. D'accord. Ouais, allez-y. Si vous avez d'autres choses à peut-être Pardon. Tout à l'heure. Oui, bien. Allez-y, puis on passera à l'île de Ré, on essaie de le faire, et puis après on passera à un deuxième sujet. Oui, Monsieur le Président, eh bien écoutez, en ce qui concerne l'île de Léron, nous n'avons reçu aucun courrier depuis le mois de février, nous n'avons aucun document, et nous n'avons vu personne. Y compris sur les zones... Y compris sur les zones noires, rouges, de solidarité. Nous avons vu... Parce qu'en Vendée, il y a eu des lettres qui ont été administratives, qui ont été expédiées. Mais nous n'avons pas de lettres. Pardon? Rien en Charente. Dès le 8 avril. Chaque résident a reçu Rien en une lettre Charente-Maritime. Nous n'avons absolument aucun courrier. D'accord. Évidemment, la solidarité... Sinon, non, aucun expert n'est passé sur le terrain, n'est-ce pas? On l'aurait vu, parce qu'en février-mars, nous sommes très peu nombreux à Boyarville, nous sommes 90, donc quelqu'un avec un crayon se voit tout de suite. Nous n'avons vu personne. Nous avons écrit à M. Borloo, aucune réponse. Notre député a écrit à M. Borloo avec notre courrier, pas de réponse. Votre député, c'est qui? C'est Maxime? Non, c'est qui? Je parle. Non, c'est Didier Quentin. Ah, c'est Didier Quentin, oui. D'accord. Okay. Les 3 maires et le président de la communauté de communes ont écrit à M. Borloo, pas de réponse. Nous sommes pour l'instant dans un vide le plus complet. Le plus complet. Alors, effectivement, il y a des commissaires enquêteurs qui devraient venir. Effectivement... faire une analyse cas par cas, îlot par îlot, ce qui nous arrangerait bien, on verrait déborder quelqu'un. Mais surtout, et je suis avec mon collègue tout à fait d'accord, c'est le côté social qui nous inquiète, parce que les personnes à Boyarville, du moins, et la Pérotine, ce sont des gens qui ne sont pas des nantis, qui sont des retraités, et qui ne savent pas où aller, puisqu'il n'y a plus de terrain, tout le moins pas sur l'île de Léron, et ils n'ont aucune information. Mais strictement aucune information. Nous en sommes là aujourd'hui. Et il y a eu une réunion publique, j'imagine, à Boyard. Alors, il y a eu une réunion publique où monsieur le préfet, M. Mas, donc, a exposé, c'était en mars-avril, n'est-ce pas, la fameuse zone noire qui, en fait... C'était la veille, je pense, du déplacement de la mission en Charente-Maritime. Ça devait être le 13 ou le 14 avril, je crois. Je me souviens. Oui. D'accord. Voilà. Pour nous, les zones noires n'existent pas, puisqu'il n'y a pas de fondement légal. Le tribunal de Poitiers... Nous avons fait un référé... Le tribunal de Poitiers l'a rappelé. Comme vous le savez. Mieux que moi. Oui, alors, donc... alors, sur l'île de Ré.
qui a aussi des spécificités. Je vais pas attaquer. Vous les savez, je pense. Oui. Voilà. Donc, sinon, donc, sur Loire, on n'a toujours reçu aucun courrier nominatif officiel depuis la tempête, à part un Il y a eu une rendez-vous réunion avec... publique? Non, c'était personnel, c'était le maire qui nous avait convoqués, chacun notre tour. D'abord par téléphone, avant la publication sur Internet, au soir, ils nous ont téléphoné pour nous dire que ça allait Ah oui, c'est le apparaître maire dans qui a le... fait ce travail-là. Oui, oui. C'est le maire D'information nous a téléphoné pour nous informer avant que ça apparaisse dans les médias. Combien il y a de maisons Il y a 10 maisons en zone noire. 10, 9, on ne sait pas parce que la légende est sur l'une d'entre elles, donc on ne sait toujours pas vraiment si elle est en noir ou pas. D'accord. Donc aucun courrier officiel. Un manque d'informations. On a réussi enfin la semaine dernière à recevoir le délégué de solidarité, Monsieur Maillot, qui nous a dit à notre grande surprise qu'il n'y avait eu aucune étude et aucune mesure réalisée sur notre commune, que pour l'établissement du zonage, il s'en était remis à la municipalité, qui avait refait monter les informations, que ces maisons étaient apparemment, celles qui étaient en zone en danger avérées de mort, ce qui n'est pas forcément le cas quand on voit ce qu'il y a eu même dans notre commune, qui sont actuellement en zone jaune, qui étaient en zone orange. Par exemple, vous avez vu quelle hauteur d'eau? Donc on a fait un constat d'huissier, on a différentes hauteurs d'eau selon les pièces de la maison. On a eu 35 cm. Extérieur au plus haut 73 cm. En tout cas moins d'1 mètre. Dans la maison, 35 cm dans une pièce, 46 dans une autre, 53. Vous avez un ouvrage de protection? On a un étage. On a un étage. Vous avez une zone de refuge, d'accord. Et vous avez un on est ouvrage à 500 mètres des une digue où elle a été reconstruite. À 500 mètres. Ouais. Et elle a été reconstruite, cette digue, depuis déjà 1 mois et demi. Bien sûr, elle va être consolidée, fortifiée. Le problème, c'est une digue d'un étier ou c'est une digue de front de mer? C'est une digue. C'est le fier d'Ars. Oui, d'accord. Donc c'est pas un divisaire. Enfin, je sais pas quel est le. Un fier, c'est comme une baie, quoi. Chaque terroir a ses mots pour désigner les exutoires à la mer. C'est pas de la pleine mer, quoi. C'est une baie, c'est un fier. Ouais, d'accord. Ça rentre et ça se vide, mais il n'y a pas à part pendant la tempête, c'est un endroit très calme, quoi. Il n'y a pas de vagues. Donc tout a été reconstruit en digue sur ma commune et sur l'île de Ré en général. Bien sûr, il manque encore quelques détails à fortifier. Mais le problème de protection, il y en a plus, quoi, vu que ça a été réparé. Donc on ne comprend pas pourquoi ils veulent l'exproprier alors qu'ils ont déjà protégé. Ça serait une double dépense à nos yeux, quoi. Ils ont protégé, comment dirais-je, ils ont bouché les trous ou ils ont conforté? Chez nous, ils ont refait la digue entièrement parce que la digue elle a été emportée vu qu'elle était très vieille. Ils l'ont refaite en compact, enfin je veux dire... Plus haute, plus grande. Et ils l'ont rehaussée? Ouais. À quelle hauteur, vous n'avez pas su? J'ai demandé à notre maire le compte-rendu des travaux qui ont été effectués sur l'île de Ré, mais je ne les ai pas encore reçus. Vous l'aurez, d'accord. Je ne les ai pas encore reçus. Okay. Donc, et puis on est quand même choqué sur l'île de Ré de la différence de traitement, quoi, selon les communes et selon... Dans l'île de Ré, vous voulez dire, au sein de l'île de Ré? Selon les communes, parce qu'on est 10 communes sur l'île de Ré, il y a eu 9 communes qui ont été inondées, sinistrées, sur les 10 qu'il y a sur l'île de Ré. Et on se retrouve à 2 en zone noire, La Flotte et Loire. En sachant qu'il y a d'autres communes qui ont eu plus de dégâts et qui n'ont pas de zonage du tout. Alors, on est content que l'État s'occupe de notre sécurité à nous. C'est bizarre qu'ils ne s'occupent pas de la sécurité des autres personnes aussi, quoi. On ne comprend pas. Surtout vous êtes au courant de cette situation, on ne va pas vous redévelopper le schéma de l'île de Ré, du principe. Non, on en avait parlé lorsqu'on s'était rencontrés. Parce que là, il y a vraiment une injustice de traitement entre les différentes zones de la Charente-Maritime. L'Oie, qu'on connaît tous, parce qu'on est tous charentais. L'Oie, c'est une presqu'île qui s'avance dans le Fier d'Ars. L'île de Ré a retrouvé sa configuration du XIIe siècle, au moment de la tempête, en 3 à 4 îlots. Ouais. Voilà. Et il y a des zones qui ont été submergées à plus d'1,80 m. Quand je dis des zones, c'est-à-dire des secteurs pour lesquels il n'y a pas de zonage du tout. C'est la raison pour laquelle on s'étonne quand même fortement que le lobbying et la pression ait pu permettre d'éviter. Qu'est-ce qu'on vous dit à la flotte en Ré, quand vous dites à la flotte en Ré, où il y a eu les 2 morts, à la flotte en Ré.
Ces deux personnes, cette zone-là, elle est en jaune. C'est la zone du port de la flotte. Par contre, les zones noires, c'est des zones extérieures. Maison a une zone refuge, hein. Vous avez un étage. Oui, oui. Et les autres maisons, elles ont des zones refuge. Toutes les maisons quasiment avaient un étage, quoi, dans celles qui étaient en noir. À part une ou deux sur les 10. La réponse du préfet Mas, c'est que l'île de Ré a été inondée, alors que l'île de Léron a été submergée. Non, ils nous ont dit aussi qu'elle avait été submergée. Ah ouais, non, mais du changement. Submergée. Alors là, on ne comprend plus. D'accord. Donc là, il se réfère aux critères de cinétique. Le délégué de solidarité nous a dit qu'on n'aurait pas dû être zoné, nous, vu les dégâts qu'on avait. Il pourrait le mettre par écrit? Je vais essayer de lui demander. Qu'on était défendable et qu'il a demandé une expertise contradictoire pour... Vous lui demandez de vous confirmer ça. Vous lui demandez de vous confirmer ça par écrit. Et si vous avez un écrit, vous me l'enverrez. Vous nous l'enverrez. Ok, d'accord. Hein, globalement, les délégués à la solidarité, j'en profite pour poser cette question. Ça a une utilité? Qu'est-ce qu'ils font? Vous les voyez? Comment vous les ressentez? Ils nous ont rassuré, pour notre part, ils nous ont rassurés sur toutes les questions d'assurance. Positif. D'estimation. D'accord. Il y a eu un contact humain, en fait. Vous avez vu quelqu'un, vous avez eu un interlocuteur. Ça fait du bien, enfin, de voir quelqu'un qui était très agréable, mais qui n'avait pas beaucoup d'éléments, pas par sa faute, mais plus... Et ils se sont intéressés plus à l'indemnisation, vous dites? Pour nous, non. Il nous a informés sur les différents choix qu'on avait devant nous. D'accord. Donc soit d'accepter l'indemnisation, soit de contester le zonage, chose qu'on avait déjà faite. Est-ce qu'ils vous ont reparlé de cette mission temporaire, de ces expertises complémentaires de terrain? Il vous en a parlé ou pas? Il m'en a parlé, mais de toute façon, nous, il n'y a pas eu d'expertise du tout sur. Il vous a dit quand même qu'il allait. Je vous passe tout de suite la parole, M. Demac. Il vous a dit qu'il y avait une expertise en cours ou il allait en avoir? Il a dit qu'il allait solliciter une expertise contradictoire pour ceux qui le souhaitaient, quoi. M. Demac. Il a pris des photos. Il a pris des photos. Après, je reprends le film, et sur ce sujet-là, alors sur ce sujet de délégués à la solidarité et d'experts, en fait, qui sont liés. Hein. Si vous vous souvenez, lors de votre visite en Charente-Maritime le 14 avril, nous avions collectivement tous mis en avant notre façon d'être. Nous étions choqués de l'inéquité, de manque de transparence et d'inhumanité dans le comportement des pouvoirs publics vis-à-vis de toutes les familles de sinistrés et plus particulièrement ce qui concernait les zonages. Et nous demandions que soient reconsidérés les zonages avec de véritables experts qui viennent sur les lieux des sinistres en présence des sinistrés pour mesurer la réalité du sinistre. En fait, c'est simplement une approche concrète et réaliste de la situation, ce que nous avons réclamé depuis le début. Les pouvoirs publics ont considéré qu'ils apporteraient la réponse en déléguant des délégués à la solidarité, qui sont des personnes qui ont des compétences, mais qui n'ont pas la compétence du zonage. Ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas experts pour faire leur travail, le travail que nous leur demandons. Et donc, ils sont hors sujet. Nous n'avons toujours pas la réponse. Mais quel service viennent-ils vous les avez rencontrés, par exemple? Alors, moi, je connais très bien Madame Simon Rovetto, déléguée à la solidarité qui se charge de Charon, qui fait un travail attentif de délégué à la solidarité. Je ne lui reproche pas de bien faire son travail de délégué à la solidarité. Ce que je déplore, et comme tous mes collègues du département, c'est que nous n'ayons toujours pas d'experts qui aient la compétence pour travailler sur le zonage. Un délégué à la solidarité n'a pas la compétence pour travailler sur le zonage. Nous réclamons cela depuis le début. Et nous ne comprenons pas. Alors le pouvoir public nous dit mais le travail a été bien fait. Si ce travail avait été bien fait, les experts n'auraient pas peur de venir présenter le travail qu'ils considèrent avoir bien fait. Nous n'avons rencontré personne, nous n'avons absolument aucun interlocuteur. Et cela, nous continuons de dire que c'est inéquitable,
que ça manque de transparence et que c'est inhumain. Nous disons la même chose qu'il y a 2 mois. Oui, en ce qui nous concerne, le délégué à la solidarité a rencontré peu de sinistrés, puisque les sinistrés de l'île de Léron ont demandé à notre association de les représenter. Ce qui fait que, parce qu'ils considéraient que monsieur Maillot, en l'occurrence, n'avait pas à leur apporter de solution, et que le rencontré n'apportait pas d'autres informations que celles qu'on leur avait données. Donc, monsieur Maillot a téléphoné aux propriétaires des résidences secondaires partout en France pour leur dire, pour les pousser à faire expertiser leur maison. N'est-ce pas? Sinon, il y avait expropriation. Et c'est là un point essentiel chez nous, c'est qu'il y a une pression très importante, très importante des domaines qui vont très vite pour faire des propositions de rachat amiable. N'est-ce pas? Parce que s'il y a rachat amiable, après, vous n'avez plus de procédure, plus de DUP. C'est irréversible. Mais il semble que les autres délégués à la solidarité ne mettent pas la même pression ailleurs. Nous, la pression est très importante, très importante. Pour nous, alors, allez-y, la Vendée. Oui, pour la Vendée, le problème est un problème de communication et d'explication aussi pour l'existence même de ces délégués à la solidarité, parce que pour le moment, on n'en a pas véritablement vu la trace. Et c'est un problème que l'on découvre. Il n'y a pas de pression? Ben non, il n'y a pas de délégué. Comment ça, il n'y a pas de délégué? Il n'y a pas de délégué à la solidarité, je n'ai jamais rencontré personne. Les seuls liens que j'ai eu avec l'administration, c'est ceux que je vous ai donnés. Je n'ai jamais eu de nouvelles de quiconque, ni de la municipalité. Mais vous, personnellement, ou tout le monde? Tout le monde. Il y a des délégués à la solidarité en Vendée? En tout cas, on n'en a pas on les a une convoqués. Communication de manière claire. Quand est-ce que Il y a 2 vitesses. Ça traduit s'ils ne sont pas efficaces, autant qu'à faire, on va éviter. Non, mais ça traduit le caractère quand même très obscur des procédures. Ah non, mais moi, on va appeler rapidement. Là. Enfin, on va appeler pour savoir, nous indiquer qu'il y avait des délégués à la solidarité. Partout. Comment se serait-il manifesté, monsieur? Non, mais j'essaie de comprendre. Voilà. Hein. Mais comment serait-il manifesté? Il y a longtemps qu'on essaye de comme il se comprendre manifeste aussi, en Charente-Maritime. Enfin, ils vont il y a vers 2 vous, en vitesses, monsieur. Charente-Maritime. Il y a 2 vitesses dans Zgintia. On a l'impression. C'est-à-dire qu'en Charente-Maritime, notamment à Étré, où il y avait 41 maisons en zone noire, il y a eu des propositions qui ont été faites par France Domaine, qui sont des propositions financières très alléchantes, qui sont largement au-dessus du prix réel des maisons. J'ai des contacts fréquents avec Marie-Olivia Roca, qui représente l'association des sinistrés. Et clairement, des maisons qui étaient proposées à un certain prix sont évaluées par les domaines 20 à 30% au-dessus. C'est un point sur lequel on va revenir. Hein. Simplement, je m'étonne, je vais vous redonner la parole, mais je m'étonne, contrairement à... Moi, on m'a assuré... s'il faut, j'irai sur le terrain. J'étais l'autre jour chez les agriculteurs, il y a 2 jours pour les histoires des digues. S'il faut, j'irai ce week-end ou je ne sais pas quand, j'irai rencontrer sur place les délégués à la solidarité pour constater de visu et les toucher. Le problème est qu'on nous indique sur place, voilà, on n'a pas d'explication. Le délégué à la solidarité, c'est un travail de médiation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'on peut traduire d'explications, de prise en compte de difficultés, alors que ça peut aller de l'indemnisation. Ils n'ont pas de compétences de zonage. Bon, ils vont simplement vous réexpliquer les choses. Bon, je crois que ça peut être utile sur un certain nombre de pistes, hein, mais ce sont plutôt des médiateurs qui sont là pour expliquer, pour avoir un contact, pour prendre en compte une partie de la souffrance et de l'explication des différentes procédures. C'est plutôt ça que sur le zonage. Enfin, je ne sais pas si je trahis. C'est ce que vous vivez, vous, en Charente-Maritime. Pour l'instant, on n'en a pas vu. Mais franchement, non, mais je suis sûr qu'il y a je ne peux pas penser qu'il n'y a pas de délégués, qu'on ne m'ait pas dit. Il y a des délégués à la solidarité, c'est pas possible autrement quand même. Alors, je vous parlais tout à l'heure qu'on avait l'impression en tant que famille de victimes, puisque moi j'ai eu le plus gros dégât qui puisse exister, puisque je n'ai plus ma maman. Ma maman, je pense qu'elle aurait pu être là s'il y avait eu des choses de faites auparavant. Et là, vous parlez de délégués à la solidarité. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, je vous disais qu'on n'existait pas. Je n'ai eu aucun mot de condoléance, que ce soit du maire de la Faute, du conseil général, de qui que ce soit, de quiconque, à part du maire de ma petite ville, voilà, du maire d'Esnay.
Il m'a écrit à 2 reprises. Du maire d'Esnay, d'où Bernard j'habite. Perrin. Voilà, Monsieur Perrin, à titre personnel, puisqu'il connaissait bien ma maman et moi-même. Mais aucune condoléance officielle. Ça ne fera pas revenir ma maman. Mais nous, on essaye de nous cacher. Depuis 1 mois, j'ai écrit à Monsieur Devilliers. J'ai reçu un coup de fil de secrétariat la semaine dernière en disant on a bien pris votre demande en considération, on vous écrira, on ne sait pas si ce sera une lettre Quelle demande ou un faisiez rendez-vous. Je demandais à le rencontrer. Voilà. 3 mois et demi après, je n'ai toujours rencontré personne. Je pense qu'on dérange sérieusement. Oui. Je comprends parfaitement la peine que vous ressentez. Il y a eu, et le Premier ministre même s'est déplacé, l'hommage à Luçon aux familles des victimes. Hein. C'était un Oui, mais témoin. c'était en même temps que la sépulture de ma maman, j'étais à ma maman. Je comprends. Voilà, c'était exactement à la même heure. Je comprends. Mais bon, il y a des indélicatesses. Enfin, là, l'État, la municipalité, beaucoup d'indélicatesses. Voilà. J'ai même reçu un recommandé de la mairie de La Faute au nom de ma maman. Ça fait très mal. Voilà. Je pense qu'elle est même décédée sur leur commune. Voilà. Donc, non seulement on n'existe pas, mais la banderole des victimes qui est retirée par la municipalité 5 jours après, si ça, c'est pas un affront. Excusez-moi, il y a un moment où il faut réagir, quoi. Il y a un moment où les victimes en auront marre. Donc, pensez un tout petit peu à nous. Je ne suis pas seule, hein. Il y en a d'autres. Je parle au nom des familles des 29 victimes. C'est ce que j'ai dit en introduction. On ne peut pas, comment dirais-je, moi je vois bien le sentiment de révolte que vous pouvez trouver et c'est parfaitement naturel. Mais on essaie, nous, à notre niveau aussi, de mettre le meilleur de nous-mêmes pour essayer de comprendre les causes, pour essayer d'apporter des réponses. Alors, nul n'est parfait, hein. Et parmi les réponses qu'on proposera, vous aurez sans doute des choses à redire, parce que, bon, voilà, mais je vous assure que quand on travaille sur cette mission, je vous l'assure, en tout cas à titre personnel, qu'on est habité par ce sentiment qu'il y a des gens, des êtres humains, qui sont passés de l'autre côté. Et qu'il y a aujourd'hui des familles dont la vie est brisée et dont la vie ne sera plus jamais demain comme elle était hier. Je vous l'assure. Ce n'est pas seulement, encore une fois, un problème technique, un problème administratif. Je sais que c'est d'abord un problème humain. Alors, je reviens, allez-y, monsieur, sur le problème des délégués de solidarité. Je voulais juste me permettre de rajouter effectivement un peu sur ce point des victimes et en totale cohérence et accord avec ce qui a été dit préalablement sur les personnes qui actuellement vivent aussi sous un stress qui est une permanente oscillation entre espoir et désespoir au gré, je dirais, d'annonces médiatiques qui sont quand même, je dirais, on parlait d'affront tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui est quand même très dur à vivre pour tout le monde. Puisque les gens ne savent plus du tout quoi faire, quel espoir avoir dans l'avenir. Donc c'est une attitude, c'est une situation quand même très dommageable. Hein, et on espère quand même qu'il n'y aura pas... Les annonces médiatiques vont plutôt elles sont parties de... On ne bougera rien. Le périmètre des zones est son périmètre définitif. À des choses où les choses vont bouger, au cas par, etc. Enfin non. Oui, mais ça c'est de la communication. Oui. Après on est dans un état de droit, c'est pas au Sénat que on est bien. Diront. On fait la différence entre les annonces. Voilà. Et je peux vous assurer qu'on a souvent fait remonter et on a dénoncé ici un certain nombre de cacophonies au niveau notamment ministériel et parfois au sein de grands ministères et entre des ministres qui sont censés se parler. Non, pour être bien au courant de la situation. Mais vous non plus, vous n'avez pas vu comme président le délégué. Non, pour le moment, non, nullement. C'est complètement flou actuellement en Vendée. On n'a pas d'explication sur le mode de fonctionnement de ces délégués. J'aimerais quand même, parce que je le prive de parole depuis tout à l'heure, et puis allez-y. Donc, je voudrais revenir sur Port-des-Barques. Alors, Port-des-Barques. Situation un petit particulière. peu, disons, à l'envers un petit peu des autres, puisque la réclamation aujourd'hui que l'on a, c'est effectivement qu'il y ait un peu plus de zonage noir. Vous savez qu'hier j'étais en Gironde, parce que l'estuaire de la Gironde est potentiellement extrêmement dangereux, encore plus que l'estuaire du Lay.
ou d'autres linéaires de la côte Charente-Maritime. Et là-bas, il y a 40 maisons, mais sur les 40, je pense qu'il y a une dizaine, et on se bat pour qu'elles puissent faire l'objet de la disposition prévue par la loi Barnier de 95, par le fonds Barnier, en Gironde. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a eu aujourd'hui sur Port-des-Barques 17 maisons de considérées en zone noire. Ouais. Bon, ce sont des maisons qui sont dans une cuvette, donc effectivement, il n'y a pas à revenir en arrière là-dessus. Maintenant, il y a d'autres maisons qui sont dans d'autres zones de Port-des-Barques, et là, les maisons sont classées en jaune, où il y a eu quand même plus de 1 mètre d'eau chez des personnes très âgées, handicapées, certaines dans des lits médicalisés qui ont été à la limite de passer effectivement de l'autre côté, parce qu'il n'y avait plus de courant non plus pour remonter le lit. Donc là, effectivement, il y a toute une zone, effectivement, où il faut qu'il y ait une nouvelle étude de fait. Et dans cette zone, toutes ces maisons, elles ont des étages ou pas? Non, justement, ce sont toutes des maisons de plein pied. Toutes? Et toutes. Il n'y a pas Et il y en a combien? Il y en a à peu près une trentaine, entre 25 et 30. Effectivement, bon, il y en a peut-être qui sont construites un petit peu plus surélevées que les autres et qui ont eu 30 ou 40 cm de moins. Mais c'est une zone qui est à reconsidérer et pour laquelle, effectivement... Est-ce que, ça je m'adresse collectivement là, pardon, vous avez terminé ou non, vous avez un autre point? Allez-y. Non, mais terminez, si, terminez. Ce que je souhaite surtout, c'est que la Commission essaye de faire accélérer le mouvement pour que ces gens-là, qui aujourd'hui sont à la limite de passer à l'acte suicidaire, parce que ces gens-là aujourd'hui sont relativement âgés, je vous dis, handicapés, etc., il faut à tout prix qu'on arrive à faire quelque chose pour ces gens-là qui sont dans une zone à très haut risque. D'accord. Voilà. Monsieur le Président, simplement un mot. Vous disiez il y a 2 minutes que vous faisiez référence au gouvernement qui semblait s'adoucir sur les perspectives futures de démolition. Je ne sais pas si vous avez pu... Si, parce que, moi, il me semble que la lettre, que le gouvernement, oui, une émission qui a eu lieu chez M. Ruquier. Exactement. Jules Chesset, avec Benoît le Apparu, contenu qui de se M. Benoît Apparu est tout à fait avec, scandaleux à l'égard des sinistrés. Je pense à Madame, je pense à nous tous, je pense à ceux... Je pense à ceux qui aujourd'hui sont dans des situations précaires parce que au jour le jour, ils ne savent pas ce que vont devenir leur patrimoine, leur maison, leurs souvenirs, leur famille, tout ce qu'ils ont construit. Il y a beaucoup de gens dans ces situations qui ne peuvent plus travailler. Vous faites allusion à quel moment de l'émission? C'est l'émission Monsieur Ruquier, où il y a eu quand même un certain nombre de choses, pas seulement d'ailleurs sur Xintia. Monsieur Ruquier Monsieur Apparu faisait notamment référence au fait qu'il faisait le pari que ces maisons seraient détruites et plutôt en se gaussant et en rigolant de la situation des sinistrés. Donc l'ensemble des sinistrés était tout à fait révolté du comportement d'un ministre vis-à-vis de gens qui aujourd'hui souffrent encore de situations qu'ils trouvent totalement injustes. Et pour beaucoup de sinistrés, il y a quand même des gens qui ont souffert par de l'eau, par des dégâts et par une peur, mais il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui se trouvent dans des situations où leur maison n'a pas été touchée et se trouvent potentiellement dans des zones noires. Je crois que c'est Moi, je pense très franchement, aujourd'hui, pour discuter, y compris en off avec des membres du gouvernement qui sont intéressés, que l'ensemble du gouvernement désormais, pas toujours été le cas, est sur la ligne que M. Borloo avait explicité dans sa lettre du 14 ou 15 avril dernier, quand même. Monsieur Borloo, sur Europe 1, à une interview, disait les seuls qui pourraient s'en sortir sont des maisons qui ont un caractère historique. Avec Jean-Pierre Elkabbach? Oui, oui. Mais oui, mais il disait... Oui, non, mais là, on peut pas... Là, franchement, moi-même qui suis bien au courant du dossier, c'était difficile de dire, parce que c'était une sorte d'échange rapide. Là-dessus, je pense pas que... Non, parce que, tu voulais, quand il y a effectivement un échange très rapide... c'est pas bon. Alors, je sais bien, on doit toujours être parfaitement maître de... Je cherche à défendre personne, mais très honnêtement, je pense que le gouvernement aujourd'hui est sur cette ligne-là. Et si je le dis, c'est que je me souviens très bien des échanges que j'ai eus le soir. Le Premier ministre nous a appelés, le soir où je vous ai rencontré, et où toute la journée, je me suis décomposé petit à petit parce que je voyais qu'il y avait quand même des problèmes. On s'était rencontrés le matin. Le lendemain, alors, il y a eu un problème en Vendée, puisqu'il y avait eu un problème. Pourquoi? Ouais. Parce que
Eh oui, pourquoi? Eh ben, oui. À quelle heure? Enfin, en tout cas, je sais si en Charente-Maritime, les choses avaient été... Enfin, en tout cas, je vous ai rencontré. Et donc, j'ai eu le Premier ministre à 3 reprises. Il m'a demandé mon sentiment au nom de la mission. J'ai même réuni à huis clos en fin de journée, après avoir vu les maires, après vous avoir rencontré, en disant c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Il faut infléchir à un certain nombre de dispositions. Il m'a rappelé ensuite, je lui ai fait des propositions, il m'a rappelé à 2 reprises. Il m'a dit qu'il voyait Jean-Louis Borloo le lendemain matin. On a parlé d'un voyage ministériel, et c'est comme ça que les choses se sont déroulées, qu'il a vu M. Borloo à 10h30 ou 11h, je crois, ou un peu plus tôt, et que ensuite M. Borloo est venu à La Rochelle avec Benoît Apparu et puis Chantal Joanneau, et nous en Vendée, il y a eu M. Apparu et Chantal Joanneau à la préfecture. Bon. Mais c'est là-dessus, il a fait la lettre a été rédigée, cette lettre, elle n'a pas été seulement rédigée par lui, elle exprimait le point de vue du gouvernement. Ensuite, il y a une cacophonie, d'accord, à plusieurs niveaux. Et il me semble qu'aujourd'hui, on revient sur la base de ce texte. Mais en fait... oui, mais enfin, on revient peut-être... Le projet de loi à l'Assemblée nationale qui est en préparation pour un vote prévoit dans l'article 2, je crois, que les maisons en zone noire devront être détruites dans un délai de 2 ans. Donc les procédures... Non, mais monsieur Apparu était très clair, n'est-ce pas? Mais c'est très clair. Le propriétaire a un choix. Excusez-moi, il n'a pas de choix. Soit c'est une vente amiable, soit c'est une expropriation après enquête publique. Oui, non, mais d'accord. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans le périmètre. Pardon? Le problème, il est dans le périmètre, on est d'accord. Mais quel périmètre? Parce que ça, c'est important qu'on se mette bien d'accord. Moi, je pense que, enfin, et j'exprime vraiment le point de vue de la mission, je pense que quand il y a un risque mortel avéré, vous serez d'accord. Enfin, je le teste quand même temps. Je vous pose une question, parce que si on n'est pas d'accord là-dessus, on n'est pas d'accord sur rien. Bon, donc je crois qu'il faut aussi avoir un langage de vérité les uns avec les autres. Moi, en tant qu'élu, je ne peux pas tenir une autre position que celle qui consiste à dire que quand il y a, et d'ailleurs c'est la loi, et donc en tant qu'élu, je dois respecter les lois qui sont votées peut-être par d'autres, mais maintenant par moi aussi. Quand on a un risque avéré, majeur avéré, enfin un risque mortel, c'est pas raisonnable de laisser des gens habiter dans ces zones-là. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des critères de zonage. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des critères exacts? Quels sont les critères exacts? D'accord. Donc on est bien, on est bien dans un problème de zonage. Voilà. Mais quels sont les critères exacts? Le préfet nous renvoie. Monsieur le préfet nous renvoie au PPRI. La zone noire, on nous renvoie au PPRI de 2004. Qui n'a pas été changé d'ailleurs. Il n'a pas été modifié, sinon ça aurait fait une enquête publique d'un mois. Je pense, enfin moi en tout cas c'est ce que l'on m'a dit, c'est que comment dirais-je, on se bat sur cette position-là. Je pense qu'il y aura un nouveau périmètre soumis à l'enquête publique. Je pense qu'il y aura donc un rétrécissement, enfin je ne sais pas comment vous l'appelez, un resserrement, ou le terme ne vient pas, disons un resserrement de périmètre à ce moment-là, et il y en aura d'autres au moment de la procédure d'enquête publique. Donc on va aller, le périmètre initial changera. Enfin, et puis il me semble qu'ils vont évoluer. Donc d'après vous, c'est... Mais dans quel sens, Monsieur le Président? Ça évolue dans le bon sens? Je ne parle pas pour Port-des-Barques. Je suis déboucheleur. Je ne parle pas pour Port-des-Barques, parce que je ne parle pas pour... Oui, Monsieur Mac. Attendez, j'essaie de donner, d'oser pour tout le monde s'exprimer. À vous, excusez-moi, à vous après. Vous êtes sur ma droite, du coup je ne vois pas quand vous levez le doigt. Merci, Monsieur le Président. Sur ce sujet-là, vous mettez le point sur la question du zonage. On en revient toujours à la compétence de l'expertise. Oui. Et c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des experts qui aillent encore sur le terrain, qu'on profite. Nous, dès que on est allé sur le terrain, donc le 14 et le 15 avril, c'est ce qu'on a dit. Profitons des mois qui nous séparent du dépôt de la mise à l'enquête publique pour qu'il y ait des expertises complémentaires, pour qu'on soit. Je considère que quand on est sûr de son bon droit, on ne doit pas avoir peur d'expliquer et de justifier sa décision. Oui. Et que ce qui est justifiable et ce qui est explicable
est reçue de façon beaucoup plus apaisée, sereine et comprise, est acceptée, plutôt que de ce qui est reçu de façon uniquement autoritaire. Donc oui, tout à fait. Et il est tout à fait affligeant que 100 jours, quasiment le tiers d'une année, ça fait 100 jours que Xintia est passé, nous n'ayons toujours vu aucun expert. C'est inacceptable. Il y a 2 points sur lesquels il va falloir se battre vite. C'est bien sûr, je ne comprends pas, mais je ne peux pas penser qu'il n'y ait pas de délégué à la solidarité en Vendée. Donc je vais m'en assurer très vite et j'irai sur place. M'en assurer. Aussi, je vous le promets. Et par ailleurs, le deuxième point, on m'a indiqué, et il était convenu qu'il y ait des expertises, des missions d'experts pour les études complémentaires. Donc là aussi, on rappellera les engagements acquis de droit. Pardon, monsieur, attendez, parce que... Oui, je voudrais revenir, Monsieur le Président, sur un terme qui, je crois, pourrait faire consensus général, et c'est un terme que j'avais noté pour le signifier lors de cette audition, c'est le terme très juste que vous avez employé de périmètre de solidarité. Oui, si nous en arrivons à ce concept-là, oui, nous serons d'accord. Mais pour la Faute-sur-Mer, il faut savoir que nous sommes toujours à la date du 8 avril, avec des zones noires, d'une intransigeance qui n'ont pas bougé d'un millimètre. Oui, mais pour l'instant, ces zones ne reposent sur aucun fondement juridique. Ce ne sont que des zones, nous on les appelle des zones d'acquisition amiable, parce que on pense que c'est pas une habileté sémantique. La zone d'acquisition amiable, c'est ce que ça veut dire finalement. Bon. Et rien d'autre aujourd'hui. Donc ces périmètres-là n'ont pas de valeur juridique, si ce n'est qu'elles ouvrent ce droit. Il faut qu'on en parle aussi là de France Domaine, on n'en a pas encore trop parlé, mais elles ouvrent un droit. Mais au-delà du droit qu'elles ouvrent, elles n'ont pas de fondement juridique particulier. La décision du tribunal de, je ne sais pas si vous l'avez eue, j'imagine, de Poitiers là-dessus est assez claire. Sauf qu'il y a des conséquences sur le vécu des gens. Je rebondis sur les remarques de nos amis de Foura. Les gens se sentent victimes d'une grande injustice et ils remarquent des injustices de traitement du côté Charente-Maritime, du côté Vendée. Ils disent pourquoi les uns, pourquoi pas les autres, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'expliquer les décisions. Je peux me tenir, je peux vous citer des cas manifestes d'injustice. Quartier par quartier, rue par rue, prenons par exemple la cuvette de la Faute-sur-Mer. Nous ne nous battons pas nous ne défendons pas l'indéfendable. Je puis vous présenter, si vous voulez, tout à l'heure, une cartographie qui représente la position de nos adhérents, ceux qui veulent partir, ceux qui veulent rester. C'est clair, cette cartographie, c'est une cartographie de bon sens. Elle dit que là où les adhérents ont été massivement touchés, massivement inondés, et là où il y a eu des victimes, les gens veulent partir. Mais là où le débat est ouvert, et on ne peut pas laisser non plus une seule maison dans la cuvette. C'est que là, c'est là où il y a eu peu d'eau ou pas d'eau, les gens veulent rester. Je puis vous donner des chiffres, Monsieur le Président. 27 sur l'enquête sur la faute auprès de nos sinistrés. 27% des maisons qui sont en zone noire n'ont pas eu d'eau. 48% des maisons ont eu moins de 50 cm d'eau. Et 70% moins de 1 mètre d'eau. Je puis vous donner des noms que vous connaissez aussi bien que moi au moins, puisque vous êtes vendéen, Monsieur le Président, sur la zone de la Faute. Si je vous parle du banc des Marsouins, qui n'a pas eu d'eau, si je vous parle du boulevard du Lait, côté cimetière, qui n'a pas eu d'eau et qui se trouve incompréhensiblement en zone noire, si je vous parle du Chelem des relais de mer, qui ne se trouve pas référencé sur Google. Ces zones noires, pour moi, ne reposent pas sur une base juridique. Elles n'ont pas de base juridique. Elles ouvrent un droit, voilà. Et donc, il faut que, après des expertises de terrain, eh bien, il y ait de nouveaux périmètres qui soient soumis à l'enquête publique. Mais de toute façon, quel est l'intérêt, y compris de l'État, si le dossier d'enquête publique est faible et fragile? Ça ira pas de vérité. Ça s'effilochera, alors, mais en longueur, c'est vrai, et on usera, et c'est ça le problème. Donc, bien sûr, c'est ça le problème. C'est le manque de possibilité. Donc tout le monde sera perdant. Oui, mais l'État aussi, finalement, puisque tout le monde sera. Alors l'État, évidemment, il n'a pas de. Oui, madame. Si, vous pouvez appuyer, je crois. Ah bon.
Bouton rouge. Hein. Alors moi, je suis le vilain petit canard, parce que j'ai eu 1,62 m et je veux rentrer chez moi. Je suis derrière la cuvette. 1,62 m? Oui. Bien sûr que si je veux rentrer chez moi, je ne vais pas laisser une maison de plein pied. Je m'en suis sortie parce que j'avais un grenier, je ne suis pas idiote, je vais construire. Du reste, mon Mais vous êtes dans la cuvette? Non. C'est pas grave, c'est pas grave, Jean, c'est pas grave. Alors, du reste, mon contrat d'assurance prévoit que si la loi disait qu'il fallait monter un étage, l'assurance me le paye, cet étage. C'est dans mon contrat d'assurance. Donc, bien sûr que si je restais, je ferais tout pour pouvoir, au cas où, un jour, il y a encore un grand vent de sud qui revienne, qu'il y ait une grande marée, qu'il y ait tous les éléments qui soient du même côté, parce que c'est quand même arrivé qu'une seule fois, que ça se passe de ce côté-là. C'est quand même une tornade et on ne nous a pas prévenus. On abordera après, j'espère, parce que c'est quand même bien là. L'injustice, c'est qu'on ne nous ait pas prévenus. Je comprends. Ce que je veux dire juste... Mais ça vous paraît aberrant, bien sûr. Et dans notre lotissement où c'est... Madame, je comprends parfaitement. Voilà. Je vais vous dire, moi... ça fait 27 ans que j'y suis. Ben moi, ça fait plus de 40 ans que j'habite la même commune. Je suis un rural, j'ai déménagé 2 kilomètres, donc l'attachement à mon truc, je sais ce que c'est, donc je ne vais pas critiquer ce que moi je ressens aussi. Bon. Non, simplement, je me dis, pensez aussi, parce qu'on vieillit tous, pensez au jour où, évidemment, on n'a pas la prestance, etc., pour grimper, voilà, c'est tout. Après, vous êtes le seul juge, c'est pas moi qui vais vous dire... le jour où je me sentirai en danger, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Si je me sentais en danger un jour, je partirais, ça c'est clair. Si je n'avais plus la capacité, je demanderais de toute façon à mes enfants si je n'avais plus la tête pour le faire. Hein, on ne sait jamais, c'est effectivement de les forcer à le faire. Mais là, on n'en est pas là aujourd'hui, c'est que je ne suis pas la seule. Je suis dans le lotissement du Virly Nord, où à 95%, ce sont des habitations principales. C'est lequel, celui-ci? C'est derrière le port, juste le port de Plaisance. Ah oui, d'accord. Et à 95%, si vous voulez, il y en a qui voulaient rester. Ceux qui ont peur, ils ont eu peur. Hein. On a fait du reste des gros chèques devant tambour battant avec la télévision et autres, des gens très simples qui ne voulaient pas de télévision pour leur dire ça y est, ils ont eu fortune. Bon, la fortune n'est pas terrible, hein, entre nous soit dit. Mais si vous voulez, bon, je suis le vilain petit canard aujourd'hui puisque j'ai eu de l'eau. Je ne fais pas partie de ces 70 et 48 ou autres. Mais je ne suis pas la seule. Ce sont des habitations principales. Mais par contre, c'est vrai que tous les gens qui resteraient, pour le coup, on n'avait pas le droit avant, on construirait un étage. Ça, c'est clair. Oui. Oui, allez-y. Oui, Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir sur les expertises avant l'enquête préalable à la DUP. Bon, je suis d'accord. Bon, ce qui est défendable sera défendu, et ce qui n'est pas défendable, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais il faut vraiment que ça soit une vraie expertise. Oui. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on ne fait pas que constater les hauteurs d'eau. Il faut aussi demander pourquoi. On est dans un état de droit. Une expertise, c'est ça. Hein. On est dans un état de droit. Et je veux dire que si les expertises sont fragiles, voilà. Donc il n'y a aucun intérêt, je trouve, surtout pas pour les sinistrés et à mon avis non plus pour l'État, à conserver une fragilité dans les périmètres. Oui, bien sûr. Mais alors, il existait une autre possibilité, c'est qu'il y a encore des terrains sur la Faute-sur-Mer, que le maire dispose de ces terrains, ce qui est loin d'être le cas parce qu'ils sont privés, et on en reparlera en petit comité, je ne peux pas aujourd'hui m'affirmer là-dessus, si vous voulez, qui me disent que, bon, bah voilà, on vous laisse la possibilité de préempter des terrains sur la Faute-sur-Mer, de pouvoir vous placer là après. Moi, ma vie, elle est là-bas, ma retraite, elle était là-bas. Mon mari est commandant de marine marchande, s'il avait pu penser à un moment quelconque qu'il était en danger, on a une autre maison, on serait parti. Le souci aujourd'hui, et là je suis vraiment mordue là-dessus, si vous voulez, je ne céderai pas, c'est que moi j'avais la possibilité, sa maman avait la possibilité, son compagnon ayant une maison à l'Aiguillon, le monsieur qui a perdu ses 2 enfants, sa femme et sa maman avaient aussi la possibilité de rentrer dans d'autres maisons. Les gens, on pouvait les sauver. Peut-être que ce n'était pas facile, mais en tout cas, il restait beaucoup d'heures. Je ne citerai pas de nom parce que vous savez qu'il y a des procès que nous avons lancés. Mais quand j'ai entendu dire, en vous regardant, la commission sénatoriale, qu'à 17h30, on savait, eh bien à 17h30, moi je sortais de chez le notaire où j'avais signé quelque chose et je pouvais effectivement rentrer chez moi à La Roche-sur-Yon. Comment on a disposé de ma vie ?
Comment on a disposé de la vie de sa maman? Pour pas qu'il y ait de mépris, ce qu'on nous a dit, on a répété ce que Météo France nous a dit, c'est que les premiers bulletins avaient été acheminés entre, je sais plus, alors vous dites c'est peut-être 17h30. Je l'ai vu sur la commission sénatoriale quand vous avez reçu le préfet, hein, c'est lui qui l'a dit, 17h30. Oui, c'est ça. Hein, ben voilà, donc c'est pas moi qui l'ai affirmé, je le savais pas pas. vous, Hein, on est d'accord. C'est les questions qu'on a posées. Allez-y. Au niveau de la météo, ça a été annoncé en rouge pour la Vendée et la Charente-Maritime à 16h. La météo. Et le préfet de... Ah non, mais ça, les systèmes d'alerte... Le préfet de Charente-Maritime, sur le site de la préfecture, invitait les gens à rester chez eux et surtout ne pas sortir. Alors même que le principe même, dans des zones submersibles, c'était d'avoir un principe d'évacuation plutôt que de rester chez soi. Ça, nous, on n'est pas été... Donc, alors peut-être que... Bon. Bien sûr. Boyerville, les gens doivent rester chez eux, c'est très clair. De toute façon, le risque zéro n'existe pas. Suivant le principe précaution, si vous prenez votre voiture le matin, vous acceptez le risque. Nous je vais vous dire, on va travailler. On parle pas de protection, parce que là, on parle de zone noire, d'évacuation, de destruction. Je voudrais terminer. On pourrait parler de protection si l'État pourrait envisager de faire des digues, faire des protections pour préserver la vie. On va en parler. Parce que nous avons fait un dossier technique que nous avons remis. En fait, on peut très bien sécuriser un petit village avec peu de choses. Le sécuriser, l'eau arrive, la nuit, qu'est-ce qui se passe? La lumière s'éteint, donc il faut des petites appliques, n'est-ce pas, qui permettent de ne pas s'affoler. Il faut un refuge, il faut un petit PC avec les téléphones, où on sache qui, où et quand la personne est dans une situation difficile, avec un PC de sécurité. Il suffit d'avoir une petite pièce pour pouvoir récupérer des gens, mais aussi bien pour l'eau que pour le feu. Il faut peu de choses, il faut une sirène extérieure, n'est-ce pas? Bon, il faut... évidemment, ça va avec, pour nous, à Boyerville, la réfection des... digues. On n'a pas de digues, nous, on a des berges. Des berges, voilà. Donc un petit muret, des petits murets, comme à Rivedoux, comme à La Rochelle, c'est pas grand-chose, ça coûte pas cher. Et pourquoi veut-on où tenir Charente? Absolument. Et ça, on n'a pas d'interlocuteur, on ne peut pas proposer, on ne peut pas en discuter. Voilà, on aimerait bien en discuter. Attendez, madame, j'essaie que chacun puisse s'exprimer. Oui, juste pour revenir sur la problématique de la compréhension de l'organisation des secours en prévention ou sur l'événement même, c'est vrai qu'on se pose des questions et par le biais, je dirais, de plaintes, en faisant appel aux procédures que notre pays offre, évidemment, nous demandons des explications sur ce qui s'est passé et ce qui aurait dû être fait pour que, en effet, les victimes ne soient pas déplorées comme on doit. On revient de... C'est pour ça, est-ce que vous dites il faut parler de protection, mais il faut parler beaucoup plus que protection. On revient, on a passé quelques jours en Hollande la semaine dernière. On a énormément à apprendre de la Hollande. Et franchement, quand on s'y rend, on va recevoir une délégation du Japon. On est soucieux quand même de l'argent public et la semaine prochaine, on recevra donc une délégation du Japon qui a une culture du risque. Alors là, c'est sismique. En Hollande, c'est de la submersion marine ou de l'inondation fluviale et de rivière. Mais nous, on a constaté des défaillances à tous les niveaux, au niveau de la prévision. Il faut qu'on ait des modèles de prévision qui soient pas seulement une surcote au large. Il faut des choses beaucoup plus fines. Il faut des alertes qui soient pas seulement des SMS, etc. Il faut des vraies cellules pour que on puisse avoir que les élus puissent avoir un dialogue avec des gens compétents qui vont leur dire attention, une surcote d'1 mètre, ça peut se traduire chez vous par tel niveau d'inondation. Les élus de Gironde hier ont reçu pour la seule année 2009. Parce que je sais que c'est un sport national de tirer sur les élus, mais ils peuvent avoir des responsabilités parfois. Mais ils ont reçu entre 30 et 50 bulletins d'alerte. Trop d'alertes. Vous savez bien, quand on crie au loup toutes les 30 ou 50, ça veut dire que quand il y a 50, il y a 52 semaines. Ça veut dire qu'en moyenne, alors il y a des semaines peut-être où il n'y a pas d'alerte, mais il y a des semaines où il y en a 2 ou 3. Et les alertes, ils comprennent pas une surcote, ils savent pas. Donc ça, il faut le revoir pour qu'il puisse y avoir des mesures d'évacuation et notamment des plans communaux de sauvegarde. Bon, quand il y a un PPR, il faut un plan communal de sauvegarde, impérativement, etc., etc. Et alors la prévision, la prévention, jusqu'à la protection, les digues. On a constaté une augmentation du niveau de la mer. Une augmentation du niveau de la mer, ça veut dire des risques accrus les Hollandais nous l'ont dit très clairement. Une augmentation de 50 cm du niveau de la mer. Ils ont eu, eux, depuis 1800, 40 cm d'augmentation du niveau de la mer.
Eh bien, ça veut dire qu'un événement qui avait une occurrence centenale, c'est un événement qui aura une occurrence décennale. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses à changer en France. Et ce qu'on va nous essayer de dire, c'est que moi j'espère, ils ont eu un événement fondateur pour eux, qui était celui de 1953. 1855 ou 6 morts. Bon. Ils ont fait un plan Delta. Ben moi, ce que je souhaiterais, pour que les morts ne soient pas morts pour rien, si j'ose dire, c'est que ce soit un événement qui permette en France d'éviter d'autres drames. Et d'éviter d'autres drames, ça veut dire revoir profondément tous nos systèmes. Parce qu'il y a une chaîne de responsabilité et surtout parce qu'on n'a pas de culture du risque. À tous ces niveaux. Prévision, prévention et protection. Allez-y, madame. Alors, vous dites qu'il y a souvent des bulletins d'alerte. Enfin, moi, j'ai vu celui de 17h environ du samedi 27. Il était vraiment alarmant. Et c'est même la sous-préfète qui me l'a montré. Vraiment, j'arrive pas à comprendre comment personne n'a pu réagir. Ma maman est allée fermer ses volets à 3 km de chez elle. Elle aurait pu dormir. On m'a dit oui, mais il n'y avait pas de plan de prévention à cause de la non mise en place du PPRI, donc il n'y avait pas de plan d'évacuation. On n'aurait pas pu évacuer tout le monde. Il y avait presque personne dans le quartier. En 3 maisons, en faisant 30 mètres, il y a 7 morts sur 10 personnes présentes, 70%. Et ce que je veux dire, madame, c'est que quand quand vous lisez effectivement une alerte avant qu'un événement se produise, et quand il s'est produit, vous n'y mettez pas le même sens. Il est explicite. Oui, mais vous savez, s'il était suffisamment explicite, il y a beaucoup de maires. Regardez, on va pas parler de la Vendée, on va pas parler de la Charente-Maritime. La Gironde, ils ont reçu 2 alertes. Une alerte vent, une alerte inondation. L'alerte inondation, certains maires ont cru que c'était la confirmation d'alerte vent. C'est bien qu'il y a un problème. Il ne faut pas qu'on laisse, si vous voulez, une marge d'incertitude. Et peut-être que certains auraient dû ne pas se tromper, mais de toute façon, il y a eu un problème. Donc il faut bien chercher quelque part pour pas que ça se reproduise. Parce que sinon, il y aura des gens qui ne comprendront pas ce qu'une surcote veut dire à terre. Donc il faut qu'on mette des dispositifs en place pour dire une surcote, ça veut dire telle inondation. Et à partir de là, il y a des évacuations, il y a toute une chaîne qui se met en branle. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas minimiser les choses. Mais je veux pas qu'on dise, écoutez, tout était parfait, tout était déjà dit et les gens auraient dû agir. Non, si les gens n'ont pas agi, c'est parce qu'il y avait des imperfections. Pas seulement chez les gens, dans les processus, dans les procédures, dans les rédactions. Et moi, partout quand on s'est déplacé, et pas seulement, mais en France, on nous dit, on a un vrai problème, et en Hollande, on nous dit aussi, en Hollande, les gens reçoivent l'alerte, eh bien, à chaque fois, il y a une conversation d'une personne, de l'État ou de la province, avec le maire pour expliciter l'alerte. Vous savez, les maires, vous en trouverez qui sont ingénieurs, qui sont agriculteurs, il y a tout. Bon, chacun réagit avec son. Donc, c'est cette marge d'incertitude qu'il faut qu'on réduise. Et ça, les procédures doivent nous permettre de réduire cette marge d'incertitude. C'est très important pour l'avenir, voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que vous pouvez m'affirmer, excusez-moi, après, je suis partie prenante de ceux qui veulent sauver leur maison, mais je voudrais juste savoir si au moins il n'y aura aucune entrave pour qu'on arrive à comprendre. Ah, je peux vous assurer. J'espère. Parce que j'ai eu un entretien, notamment avec un gendarme qui m'a dit, il y a des faits, mais juridiquement, comment est-ce qu'on va pouvoir, ça va pouvoir être interprété? Et j'espère qu'il n'y aura aucune entrave et qu'à la sortie d'un tribunal, je ne serai pas en train de pleurer parce que je n'aurai pas de réponse. Non, mais franchement, sur une catastrophe, sur un drame comme celui-ci, je ne vois pas quelle pression la justice pourrait subir pour entraver son libre cours quand même. Parce que la justice, d'abord, je lui fais confiance. J'espère. Et celui qui se risquerait à ce genre de choses prendrait quand même des gros risques. Et surtout le risque de ne pas être entendu, bien entendu, par la justice, parce qu'on est quand même dans un état de droit. Donc je crois que là-dessus, je sais que bon, il y a aussi l'idée d'un doute qui est répandue souvent sur le processus des choses. Mais, très franchement, pas un instant, j'imagine ce genre de situation.
Port-des-Barques avait... Pardon. Oui, je voulais juste intervenir et rebondir un petit peu sur l'affaire de cette personne qui a eu 1,60 m. Comment pensez-vous que vont réagir les compagnies d'assurance quand les personnes vont avoir eu des hauteurs d'eau conséquentes? Est-ce que les compagnies d'assurance vont continuer à assurer ces personnes? Parce qu'on a le cas aussi, pour Port-des-Barques, je reviens juste sur Port-des-Barques, les gens qui ont eu 80 cm ou 1 mètre, qui ont eu des dégâts quand même considérables, comment vont réagir les assurances dans le futur? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un appui de la Commission aussi pour justement essayer de travailler ce sujet-là? Alors, au niveau de l'assurance, si je peux me permettre, si je sors de la zone noire, mon assurance m'assure. Mais je ne suis pas la seule, hein, c'est un lotissement, on est à une topographie entre 3 et 5 mètres. Si vous regardez sur Internet la topographie, donc je suis juste derrière la cuvette qui était à 0, parce qu'il faut reconnaître, elle était à 0 la cuvette. Hein. Elle est à 0. Pardon. Elle est au niveau de la mer, la cuvette mortifère. Elle est à 0. Moi, je suis à 3 mètres. Alors, c'est vrai que c'est un peu complexe parce que finalement, j'ai été surprotégée par de très gros murs que j'ai fait autour de ma maison, qui sont des murs Je réponds à monsieur. La collaborateur me dit qu'il y a une obligation d'assurance. Ah oui, si jamais il y a un souci, il y a un bureau central que vous pouvez saisir. En revanche, le tarif... Mais le tarif c'est autre pour tout chose. le monde. Hein. Il n'y a pas d'obligation en la matière. Il faut sortir de la zone noire. Il semblerait que ça coûte plus cher aux assureurs de faire une différenciation au cas par cas, en zone par zone, plutôt que d'avoir un tarif national. Mais bon. Mais en tout état de cause, il y a obligation d'assurance. Les contrats étaient passés avant. Ils travaillent. C'est vrai. Ils travaillent là-dessus. Ils travaillent pour essayer de relier effectivement cette idée d'assurance, de risque et de prévention. Quoi. Je reviens une seconde sur ce que vous disiez, sur ce que vous avez vu dans nos pays voisins nordiques et sur les principes d'évacuation. Est-ce que vous avez pu récupérer une méthodologie qu'on pourrait soumettre à nos maires? J'en suis revenu avec un sac. Non, je vais vous dire. Parce que ça fait vraiment partie des choses qu'on devrait soumettre. Non, on a mieux que ça. Qu'une méthodologie. On a quelqu'un qui est un ingénieur, qui a une culture de la défense contre la mer qui est extraordinaire, qui vient régulièrement en France, dont l'épouse est fontenaisienne, et qui a perdu 2 membres de sa famille en Vendée. Et je peux vous assurer qu'il a très à cœur de comprendre les choses. Il est d'ailleurs, avec le service, son service c'est un fonctionnaire. Ils sont en train aujourd'hui de rédiger un petit livre sur les leçons que les Pays-Bas peuvent tirer de Xintia. C'est évident que ce document, je peux vous dire que je me le procurerai, de même que je lui soumettrai un certain nombre de choses dès que ça sortira, y compris d'ailleurs sur le plan digue. Mais bien entendu, si nous sommes allés là-bas, c'est pour essayer d'avoir des leçons, parce que c'est quand même les gens, c'est pas pour rien qu'on a une digue des Hollandais dans le sud Vendée. C'est pas pour rien que sur Noirmoutier, on a une digue qui porte le nom de Jacobson. C'est pas une digue Retailleau, hein. Elle ne porte pas un nom vendéen, elle porte un nom néerlandais. Hein. Oui. Vous abordez justement le problème des méthodes de prévention, quelque part, d'aménagement du territoire, de manière à ce que les conséquences d'une tempête telle que l'on l'a connue ne soient pas aussi dévastatrices. Donc dans le processus que l'État a mis en mouvement de zones de solidarité, de zones noires et autres, on a quand même compris qu'il était quand même aussi important de voir en quoi les indemnisations qui pouvaient être proposées étaient moins coûteuses que des remédiations, des entretiens de digues, des parades qui pourraient permettre de maintenir les zones, non pas les zones, pardon, mais les habitations dans certaines zones. Alors, on est bien d'accord, effectivement, les conditions actuelles et la responsabilité des hommes, je dirais, dans le sens, de prendre en considération les dangers, font qu'on ne va pas contester actuellement, tel que ça existe, la dangerosité de certains lieux. Mais on peut se poser la question de savoir comment la protection de ces lieux aurait pu être prise en compte et finalement n'aurait peut-être pas coûté aussi cher que
certaines procédures d'indemnisation. Non, mais la protection, ça c'est un débat et c'est un point sur lequel on y a travaillé d'ailleurs tout à l'heure. On avait la réunion de la commission en début d'après-midi, donc on en a largement parlé. Moi, j'attire quand même votre attention sur la jurisprudence du Conseil d'État de 99. Enfin, les cabinets qui vous suivent le savent bien. Hein. Cette jurisprudence, elle exprime une idée qu'on n'est jamais sûr totalement de l'efficacité d'une protection. Voilà, c'est une jurisprudence qui est de 99, elle est importante, j'espère que, mais j'en suis certain, que les cabinets d'avocats qui vous suivent l'ont pointé, l'ont repéré. Et donc, si vous voulez, voilà, comment dirais-je, la question de la protection, elle est fondamentale, mais en même temps, il faut la lire, notamment sur le plan juridique, et pour ce que vous imaginez faire, il faut la lire avec cette... bon, voilà, c'est pas... Enfin, bon. Juste, pardonnez-moi, madame, je voudrais juste poser une question, parce que je sais que ils sont... Voilà, les prochaines personnes sont ici pour l'audition. L'indemnisation, donc partout, les cas qui sont venus à moi, tous me disent que l'indemnisation est pas forcément surestimée, est rapide et juste, en tout cas, paraît. Non. Alors allez-y. Quelles sont vos expériences? Alors allez-y sur l'île de Ré. Écoutez, nous pour les domaines, déjà à loi, personne n'avait contacté les domaines. C'est la municipalité qui a pris rendez-vous avec les domaines pour que nos biens soient estimés. Donc, mais ça vous oblige à rien. Hein. Vous pouvez ça nous oblige à rien, mais ah non, vous pouvez, non, ça je vous le confirme. Vous pouvez évaluer, et je connais des gens qui évaluent sans pour autant. Ça fait des statistiques pour l'État. Monsieur Apparu, justement. Monsieur Apparu nous dit justement 1000 évaluations, 1000 estimations, c'est 1000 personnes qui veulent vendre. Exactement. Ça fait des statistiques qui sont... Et d'ailleurs, monsieur Borloo l'a dit il y a 2 mois, ça. 150. Il y a effectivement des gens qui veulent vendre et il faut respecter leur volonté. Et il y a des gens qui souhaitent avoir la base d'une estimation. Monsieur le Président, il y a aussi des gens qui... Dans le courrier des domaines, c'est bien spécifié que... Dans le courrier des domaines, c'est spécifié que les gens qui ont demandé l'estimation, c'est des gens qui ont souhaité quitter leur maison, qui ont émis le souhait de quitter leur maison, alors que nous, on n'a jamais... Ah oui, mais au contraire, l'estimation, ça n'engage à rien. Au contraire, nous, on a contesté le zonage. Je vous le dis. Mais si je voulais, après, je voudrais revenir une seconde après sur juste le zonage et le manque de considération par rapport aux sinistrés. Rapidement, là. C'est parce que quand même, on a toujours aucun document, je le répète, aucun document, et il laisse les gens libres à eux d'interpréter les différentes déclarations faites par les médias. Ils sont dans l'incertitude, ça fait 3 mois qu'ils ne savent pas quoi penser, qu'ils ne peuvent pas vivre, et qu'ils voient en face leurs voisins qui ont été touchés par la même tempête, mais qui, eux, peuvent continuer à vivre normalement. Donc c'est dur à comprendre pour les gens. Attendez, parce que j'ai le souci d'organiser la discussion autour de thèmes, parce qu'après, on n'arrive pas à, quand on est beaucoup... Là, on est sur le thème de l'indemnisation pour l'instant. Vous voulez intervenir sur ce thème, hein? Bon, après, ça sera vous. Après, d'accord, on va... Allez-y, monsieur. Et si vous pouvez être bref. Les gens s'interrogent, se posent la question, est-ce que je vais partir, est-ce que je ne vais pas partir, est-ce que j'accepte ou non l'offre des domaines? Or, il faudrait que les sinistrés qui sont dans ce questionnement-là puissent se décider en connaissance de tous les éléments. Or, il y a un élément qu'ils ne connaissent pas, c'est le PPRI. Les domaines font des offres qui sont valables pour 3 mois, sauf erreur de ma part. Or, les PPRI vont être connus, on ne sait pas, dans 6 mois, dans 1 an. Il faudrait que les domaines puissent étendre leur délai de réflexion aux sinistrés lorsque les PPRI seront connus. À ce moment-là, les sinistrés pourront peser le pour et le contre, les avantages ou les inconvénients des PPRI. Et comme nous le disions tout à l'heure, les gens sont de bon sens. Et si certains voulaient absolument conserver leur maison malgré un péril vis-à-vis de leur vie, peut-être qu'à ce moment-là, ils trouveraient des éléments objectifs pour dire, eh bien, finalement, non, je préfère que ma famille ne soit pas en danger, je pars. Ou alors, concernant le PPRI, qui classerait leur maison dans un périmètre où il n'y aurait pas de péril imminent. Voilà, donc que les domaines puissent allonger leur délai de réflexion et que les délais de réflexion coïncident avec la sortie, la publication des PPRI. D'accord, monsieur Mact.
Merci, Monsieur le Président. Concernant l'évaluation des domaines, je pense qu'il faut distinguer les personnes qui souhaitent être indemnisées des personnes qui ne le souhaitent pas. Pour les personnes qui souhaitent être indemnisées, pour ce qui concerne Charon, je peux vous dire que le travail est bien fait par France Domaine, à part quelques évaluations qui sont à reconsidérer, et quand on le demande, c'est reconsidéré. Donc je pense que je peux dire au nom des sinistrés de Charon que le travail de France Domaine est bien fait et que l'évaluation est au-dessus de l'évaluation des notaires. Donc c'est un aspect positif de cette situation catastrophique. Pour ce qui concerne les personnes qui font par peur, par crainte de tout perdre, faire des évaluations par France Domaine, on en revient à la question initiale, principale et inacceptable du zonage. Donc retour à la case départ, ce que nous demandons depuis le début, nous continuons de le demander, et nous espérons que nous serons entendus sur ce sujet qui est inacceptable. C'est le deuxième point. Et puis pour ce qui concerne les évaluations, pour Charon, cela génère une question fondamentale de relogement. À savoir que ces personnes qui ne sont plus logées depuis 100 jours aujourd'hui souhaitent se reloger le plus rapidement possible. Et elles vont percevoir des indemnités. L'établissement public. Elles vont percevoir des indemnités et n'ont pas d'espoir de se reloger sur Charon aujourd'hui parce qu'on n'a rien à leur proposer. À part l'intention du maire de faire les rachats de terrains en zone non inondable qui peuvent être transformés en terrains constructibles par l'établissement public foncier régional. Et cet établissement est une structure compétente, mais très lourde et très lente à démarrer. On a mis plus d'un mois à signer la convention, qui aurait pu être signée rapidement. On n'a pas encore contacté un seul propriétaire foncier. Nous sommes dans l'urgence aujourd'hui. Et, excusez-moi de l'illustration, mais j'ai bien peur que les pompiers arrivent après la fin de l'incendie. C'est-à-dire qu'on aura acquis des terrains... Est-ce que c'est un établissement public foncier d'État ou régional, qui est présidé... Il n'est pas d'État. Il est présidé par qui? Par le premier vice-président du Conseil régional, M. Macaire. Monsieur Macaire. Régional, d'accord. Régional. Okay, d'accord. Premier vice-président du Conseil régional. Et vous l'avez rencontré? Et il est composé, alors j'ai demandé à le rencontrer et en fait c'est très lent, c'est très lent à rencontrer, à prendre des rendez-vous et en fait je crois qu'ils n'ont, parmi les 31 élus, à part les élus locaux, mais parmi les 31 élus qui composent le conseil d'administration, très peu ont conscience de l'urgence, de la très grande urgence de la situation. Attendez, monsieur, puis... Toujours dans les domaines, moi je voudrais revenir surtout au niveau du social et de la façon dont c'est fait. Parce que, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait des gens malades, mais là, ils sont en train de rendre malades les associations. Et en l'occurrence, à Étré, c'est peut-être pour ça que Marie-Olivier Roca n'est pas présente aujourd'hui. Des gens dans zone noire ont demandé au domaine pour expertiser leur maison, mais le bouche à oreille, ça fonctionne pas mal. Et quand les sommes promis ont été annoncées pour des petites maisonnettes ou des trucs comme ça, les domaines sont intervenus et ont gagné du terrain. Tant et si bien qu'ils ont été demandés aux gens de l'association, donc du conseil d'administration, et ils ont pratiquement doublé la valeur de leur maison. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'association d'Étré n'existe presque plus. Et moi, je trouve que c'est grave. Pardon, madame. Alors, expertise ce matin, 10 juin, de ma maison par les domaines. Tout s'est bien passé. Par contre, une information de dernière minute, les personnes qui sont en résidence secondaire donc auront 1 an après l'acte notarié pour racheter quelque chose, sinon ils auront 27% de plus-value. S'ils ne veulent pas racheter, eh bien on va diminuer. Et ça, c'est ce matin, l'information des domaines. Oui, cette information, je l'avais pointée. Donc en fait, les 250 000, eh bien quand on enlève 67 000 euros, c'est pas 500. 27%, Mehdi. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. 27%. Il me semble, non, c'est moins que ça. Bon, peu importe. 27, bon, enfin, moi, j'ai eu l'information d'un expert comptable il y a quelque temps qu'il y a une maison
Voilà, si, j'ai eu, voilà. Et effectivement, les premières... je la confirme, il y a un dispositif juridique qui existe pour les résidents secondaires. Mais je ne retrouve pas de terrain. De plus-value. Voilà Pourquoi la difficulté. je veux rester? Je ne retrouve pas de terrain. Je suis allée à Jars, je suis allée à La Tranche. Je vais me retrouver dans des conditions complètement différentes de ce que je vivais avant. Oui, voilà la difficulté, je sais. Je ne retrouve pas. Est-ce qu'on ne pourra pas faire en sorte que les maires préemptent les terrains restants qui ne sont pas dans les zones noires? Non, mais ça, c'est aussi un travail qu'on doit faire avec les établissements publics fonciers parce que c'est leur boulot, c'est vrai, et pour essayer d'aller très très vite, pour mobiliser du terrain le plus vite possible, pour permettre à des gens qui veulent partir pas loin et rester pratiquement sur place. Et c'est l'intérêt des communes. Il y a des terrains privés. Il n'y a pas toujours des terrains. Il y a des terrains privés. À partir du moment où il reste aujourd'hui, on nous évacue d'urgence, il reste des terrains, qu'on nous donne au moins les terrains qui restent, on les achète au prix. Là, on sait nous exproprier, eh bien on va exproprier les gens qui ont des terrains. Excusez-moi, je vais me faire des ennemis. Ce que je vous propose, les 27%, voilà. Et une toute petite chose, il y a 2 barrages qui étaient fermés le jour de la tempête. Je ne sais pas si vous êtes informés. Ils se trouvent juste là où il y a les ordures, voilà. Et le courant venait aussi, d'après les domaines, d'après plusieurs personnes, le courant venait de ce côté-là. Je suis allée, avec ma petite valise, voir le monsieur qui s'occupe de ça. Il est payé par la Vallée du Lait. Je lui ai posé la question, est-ce que vous avez ouvert les barrages? Qui vous donne l'ordre? C'est la Vallée du Lait ou pas? Non, 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 bien sûr que non, je suis là. Je suis là pour faire mon travail, c'est de laisser les barrages. Vous avez ouvert? Bien sûr que non, j'aurais noyé les champs. Madame, pour la conclusion. Je voudrais juste parler pour les domaines. Donc, moi, je voudrais pouvoir faire mon deuil en paix, c'est-à-dire régler tous les problèmes matériels. Donc, que ce soit les papiers, la maison, et voilà, pouvoir être tranquille. Les domaines sont venus chez moi, enfin, chez ma maman, qui était résidente principale, personne décédée, le 5 mai, et j'attends toujours une réponse. Chaque jour, je guette un recommandé, et à moins qu'il soit venu ce matin, j'étais dans le train. Je n'ai toujours pas de réponse. Je voudrais au moins... Ils sont venus quand? Le 5 mai. Les domaines? Oui. Faire une évaluation? Oui. Bon, bah écoutez... Le 5 mai, on est aujourd'hui le 10 juin et je n'ai rien. Le 5 mai, vous êtes le 10 juin. Bon, bah écoutez, je vous propose que... On appelle les domaines au ministère du Budget. Ça ne sera peut-être pas ce soir, mais demain matin, vous me le direz. Vous allez laisser votre numéro de téléphone à Mehdi. Et Mehdi vous rappelle dès demain, vous me tiendrez informé. Bien sûr. Quelqu'un a fait expertiser sa maison, les médias viennent et dans 10 jours, il a la réponse du domaine parce que les médias sont là. Et en plus, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, super bien expertisé, et les télémédias lui ont téléphoné en même temps. Et lui, pour lui, ce sera 10 jours. Mais non, non, mais attendez, c'est sûr, c'est de sources sûres. C'est de sources sûres. Bon, les infos qui me sont remontées, moi, en général, de gens du terrain, c'est que, en règle, vraiment, le travail de France Domaine est un travail rapide qui cerne les indemnisations d'assez près. Bon, ça a été vraiment un écho que j'ai pu constater assez général, avec des gens très divers. Monsieur le Président, Monsieur le Président, les évaluations qui ont été faites dans l'île d'Oléron ont été faites très rapidement et sont extrêmement alléchantes. Extrêmement alléchantes. Avec l'argent du contribuable. En tout cas, pour nous, c'est extrêmement alléchant. Alors, si les commissaires enquêteurs dont vous parlez tout à l'heure, qui sont des experts, n'est-ce pas, enfin, espérons que ce sont des experts, tout le moins, qui pourront modifier les zones, n'est-ce pas, l'eau par l'eau, lotissement par lotissement, cas par cas, n'est-ce pas. Faut leur travail rapidement, ça peut, bon, on peut peut-être éviter la catastrophe, mais si ça demande 1 an, vous allez avoir un gruyère parce que les gens, évidemment, acceptent les propositions qui sont très pressantes, très très pressantes, une pression énorme des domaines. Et ensuite, ça fera boule de neige, n'est-ce pas? Ça fera boule de neige. Excusez-moi, juste un exemple. En ce qui concerne les domaines, bien qu'on ne veuille pas partir et qu'on a contesté le zonage pour notre domicile, on s'est renseigné auprès des agences immobilières, on a la possibilité de racheter un bien, terrain 2 fois plus petit, maison plus petite, et en plus un terrain qui a eu plus d'1 mètre d'eau, qui est en vente, normal, qui n'est pas zoné. Pour vous dire qu'on peut être indemnisé pour quitter sa maison, on a eu 50, 40, 60 cm d'eau, pour pouvoir racheter une maison avec l'argent du... Voilà, qui a eu plus d'1 mètre d'eau. Donc je veux dire à quel point c'est incohérent et
quand il y a des choses comme ça, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter. Hein. Écoutez, vraiment, il faut pas. Vraiment, c'est par respect. J'espère qu'ils le comprendront parce que on est dans des situations douloureuses, donc je m'en excuse par avance, mais il faut qu'on conclue. Et je vous remercie encore une fois d'être venu. On va donc pour des réponses individuelles pour ce qui concerne le délégué à la solidarité, pour ce qui concerne les expertises complémentaires. On va essayer à nouveau de monter au créneau pour que on puisse être entendu. Voilà. Merci. Merci. Si vous souhaitez, vous avez visité le Sénat ou pas? Vous avez non visité quoi? C'est la fin de cette audition. Pour la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur notre antenne.